Et bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Franjo, podcast épisode très spécial parce qu'on a ni plus ni moins que Dieudonné Mbala, c'est ça? Tout à fait. Ça va? Ouais, impeccable. Belle présentation. Belle présentation. Alors je vais quand même petite mise en contexte parce que c'est important de le dire. J'avais fait un podcast avec Elie Semoun il y a quelques mois. On a publié, on a du coup eu un message de ton équipe pour un droit de réponse parce que il semblerait, j'y connais pas grand chose, que légalement on soit quand même un peu obligé d'accorder une réponse. Tout à fait, c'est la loi. C'est la loi. Exactement. Tu peux pas faire autrement, tu peux pas y échapper. Je tiens à être quand même transparent, c'est quand même super intéressant de t'avoir, évidemment. Et je dis bien intéressant parce que je sais pas encore si je suis heureux de t'avoir. Voilà, j'aimerais bien le préciser. Non, ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer. Donc merci quand même d'être là. On a un petit rituel avec Ilias. Ilias, merci d'être là. Tu es revenu de ton marathon à Dubaï. Ouais, ça y est. Voilà. Je suis pas revenu pour le bon podcast, je pense. J'étais à Dubaï. J'étais à Dubaï, ouais. Il y a combien de temps? En février, donc avant tout ça. Juste avant. Juste avant, ouais. J'allais plus vite que les roquettes pendant le marathon. Et donc on a un petit rituel avec Ilias on s'amuse à présenter l'invité grâce au réseau, notamment ChatGPT, qui fait un travail parfois sublime, parfois un peu bancal. Ouais. Donc voilà, donc là, qu'est-ce que ChatGPT dit de toi? Je sais pas si toi, t'avais déjà essayé, par exemple, de savoir ce qu'il disait de toi. En général, il refuse tout un tas. Quand je lui parle, je pense qu'il a pas été programmé par des amis. Mais bon, allons-y. Ouais, bah t'as complètement raison. Le premier truc qu'il m'a dit, c'est je dois te dire une chose importante avant de te préparer le brief. Dieudonné Mbala est une figure très controversée avec de nombreuses condamnations judiciaires pour antisémitisme et incitation à la haine raciale. C'est les premières choses qu'il dit. Ensuite, donc du coup, là, il commence vraiment donc ta biographie. Il me dit donc né le 11 février 1966 à Fontenay-aux-Roses, d'une mère bretonne et d'un père camerounais. Connu dans les années 90 comme l'un des humoristes les plus populaires de France, au sein du duo antiraciste Elie et Dieudonné avec Elie Semoun de 91 à 97. Après leur séparation, il se lance dans une carrière solo et en politique, candidat aux législatives de 1997 à Dreux contre le Front National. À partir des années 2000, il opère un revirement idéologique radical. Les spectacles deviennent de plus en plus controversés, avec des prises de position antisionistes puis antisémites. C'est ChatGPT. Il est l'inventeur. C'est pas moi. Il est l'inventeur de la quenelle, geste qui a déclenché une polémique mondiale autour d'un geste présumé antisémite. Multiples condamnations judiciaires. Lui, il en cite 15. Je crois qu'il y en a un peu plus. Mais en gros, voilà, donc toujours autour des mêmes thèmes, que ce soit en France, Suisse, Belge et Canada. Expulsé du théâtre de la Main d'Or à Paris en 2017, il se produit désormais dans des lieux secrets ou des bus itinérants. En 2025-2026, ces spectacles continuent d'être interdits par arrêtés préfectoraux dans de nombreux départements. Et il s'arrête là-dessus. Ah, il s'arrête quand même. Il s'arrête je m'attendais à Mangeur d'Homme, je m'attendais à... Non, écoute, de toute façon, être traité de raciste par ChatGPT ou par des blancs américains, en général, ça me fait vraiment marrer. Les mecs, ils sont en train de buter, ils ont massacré les Indiens d'Amérique, ils ont déporté les Noirs comme moi, et maintenant, il y a des racistes comme moi qui font des blagues. Non, mais c'est extraordinaire. C'est le jeu, mais je vois pas comment je pourrais être raciste en ayant effectivement, tu l'as dit, une mère blanche et un père noir. Déjà, c'est très compliqué. Après, l'antisionisme, c'est vrai que c'est très difficile à comprendre ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe par rapport au peuple palestinien. Donc, en tant qu'anticolonialiste, naturellement, j'ai été amené à donner des idées. C'est un sujet très compliqué. Hein, on va peut-être pas le régler ce soir, enfin tout de suite en 5 minutes. Donc c'est compliqué. Voilà. Alors peut-être que j'ai été à un moment donné peut-être porté par un courant qui aujourd'hui d'ailleurs on voit bien qu'ils s'affrontent. Je pense que le rôle de l'artiste, c'est plutôt d'essayer de trouver un chemin d'apaisement dans tout et c'est pas simple, surtout sur ce sujet-là. Alors moi, mon idée, c'était de faire un spectacle comique avec un humoriste iranien que je connais bien et un humoriste israélien. Et voilà, le projet est toujours un projet là. Disons que ça va devenir de plus en plus compliqué et en même temps de plus en plus urgent de faire un truc dans ce genre-là. L'idée, c'est de faire jouer
de faire jouer à l'Iranien le rôle de l'Israélien et de l'Israélien le rôle de l'Iranien. D'accord. En étant le plus caricatural possible et on est sur voilà, et en faisant rire par l'outrance de la caricature. Je crois que t'es toujours dans des sujets un peu légers, ça fait plaisir. Non, mais là, ouais, mais c'est en fait c'est là où il y a le plus de lourdeur ou de plus de tabou qu'il faut essayer quand t'es un humoriste qui essaye de faire ça convenablement, d'aller chercher le rire sur ce fumier qui est celui de la guerre, du conflit et de tout ça. Donc voilà mon idée à moi. Bon. Mais du coup, moi, en regardant tout ce que t'as fait, parce que je t'avoue, je sais depuis un moment que tu viens, j'ai refait tous tes spectacles. À quel moment tu t'es dit là, justement, je vais rire de choses graves, à tel point que finalement, tu te mets en danger et du coup tu mets parfois ta carrière entre parenthèses. Ma carrière, je suis très fier de ma carrière. Moi, je suis peintre maintenant. Et j'invite les gens à aller regarder mes peintures sur artadministratif.com puisque je détourne des arrêtés préfectoraux. Oui, on en parlera tout à l'heure, mais oui. Mais non, mais pour dire que non, ma carrière, non seulement j'en suis fier, mais elle me ressemble. Après, je ne me voyais pas du tout avoir une carrière. J'ai fait du cinéma, j'ai trouvé l'univers complètement détestable. J'ai même fait de la sur télévision. Le film de Chabat. Là, c'était un copain. Alors, dès que tu t'amuses et tu déconnes avec des amis, c'est beaucoup plus sympa, quoi, évidemment. Chabat, je l'aime beaucoup, mais je sais pas s'il s'est amusé dans sa vie à faire de la télé. Après, il a fait ce film super, incroyable. Je crois qu'il s'est vraiment marré. Valérie Lemercier aussi, elle riait bien. Mais le problème, c'est que tu fais des compromis avec ceux qui financent ce divertissement, et que à la fin, moi j'ai commencé, on a le même âge que Pierre Palmade, tu vois. Quand même pas la même carrière. Alors je sais pas s'il a réussi sa carrière, je sais pas où il en est dans sa carrière, mais moi ce que je veux dire, toi t'es venu en voiture déjà, je pense que lui il peut plus trop se déplacer en voiture. Là. Enfin, moi j'ai un bracelet électronique, et lui il n'en a plus. Moi j'ai tué personne, mais bon, encore une fois, j'ai fait des blagues qui sont pas passées, et ce qui est certain, c'est que c'est un métier qui broie, c'est un univers qui Palmade en est l'exemple le plus flagrant, quoi. C'est un petit mec de province de Bordeaux qui débarque et qui se laisse happer par un système complètement fou. Donc une carrière, je sais pas trop ce que c'est, si ce n'est la mienne. Et la mienne, je suis assez content. Je fais des peintures qui s'arrachent maintenant. Tu regrettes pas, quoi. Je suis à la retraite. En fait, moi, ma question, c'est que parfois, moi, en tant qu'humoriste à une échelle évidemment différente, parfois, je me pose la question entre dénoncer des choses qui, pour moi, ça me tient à cœur, mais en même temps, je me dis, ça va peut-être pas plaire à des gens. Et il y a un moment, il y a un choix où tu te dis, bon, est-ce que je vais là-dedans et du coup, j'ai des problèmes entre guillemets, et toi, t'en as eu quand même beaucoup, oui. Ou alors, est-ce que je reste entre guillemets mainstream, mais je continue à vivre de ça. Tu vois, il y a eu un choix à un moment. Est-ce que t'as des regrets ou tu t'es complètement OK avec comment ça s'est déroulé? Disons que j'ai commis des erreurs, j'ai fait des fautes, comme tout le monde. Après, je les assume parfaitement. C'est-à-dire que je suis très content de là où j'en suis aujourd'hui, parce que je te dis, je suis chez moi, alors, par la force des choses, avec un bracelet électronique, incarcéré à domicile, mais je fais des peintures. Et je peins donc sur ces arrêtés, et c'est devenu une passion. Et j'ai fait 4 expos à Paris, et ça s'arrache. C'est-à-dire que les collectionneurs, je gagne plus d'argent en faisant de la peinture qu'en remplissant des zéniths, tu vois. Et donc je me dis, bon, au-delà de l'argent, hein, c'est extraordinaire d'en arriver là, parce que si t'avais pas mon parcours, t'aurais pas eu d'arrêté. Si t'avais pas eu mon parcours, t'aurais pas eu le succès que j'ai dans la peinture. Parce que chaque toile, c'est une page d'histoire numérotée, tamponnée. Moi, mes œuvres sont signées par l'actuel ministre de l'Intérieur. Donc c'est absolument unique. Et ça, je le dois à quoi? Je le dois à mon histoire. Je le dois à rien. Enfin, je suis à la fois spectateur et acteur de ça. Tu fais rire les gens, c'est le plus beau métier du monde. Ça, je crois. Bon, après, je mettrai la peinture. Après, franchement, et tout au fond on va dire de la comédie, je mets les carrières politiques, voilà, et puis les journalistes, voilà, qui sont les plus mauvais, quoi. Ouais.
C'est vrai que d'ailleurs c'est marrant parce qu'on t'a confondu avec un homme politique. Ça veut bien dire que la frontière est mince entre un homme politique et un humoriste parfois. Et je parle de ça parce que tu sais très bien pourquoi. Parce que là dernièrement il y a eu les fichiers Epstein qui sont sortis et on a voulu t'arrêter en tant qu'homme politique. En tout cas dans les mails qui sont avérés réels, hein, parce que plusieurs vérifications. Peut-être je peux donner un peu de contexte. Ouais, je veux bien. Donc il y a un mail du 20 décembre 2013 de Ariane de Rothschild, une banquière française, qui exprime son indignation à Epstein après avoir vu une vidéo de toi où tu qualifies où apparemment tu aurais des propos sur les juifs et l'argent, et elle qualifie tes propos d'outrageants et elle s'inquiète du nombre de vues. Et donc 20 décembre 2013, ça coïncide à peu près avec ce qui s'est passé avec l'affaire, donc Manuel Valls et tout ce qui s'est passé en France et tout ça. Donc beaucoup de gens se posent des questions. Là il y a une vraie question, c'est est-ce que il y a une corrélation ou pas? Enfin, moi, j'ai envie de croire à un faisceau d'indices et de me dire, il y a forcément un lien, mais peut-être il y a des gens qui vont dire non, il n'y a pas de lien, j'imagine. Les gens, c'est ça, là. Moi, je suis pour une liberté d'expression totale. Ce que j'ai vécu, moi, c'est-à-dire la chronologie des faits, ne laisse pas la place au doute. Elle fait ce mail en décembre 2013. En janvier 2014, j'ai une vague d'arrêtés d'interdiction. Et je passe devant le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative, qui va valider l'interdiction avec une ordonnance qui fait date. Ça s'appelle l'ordonnance Dieudonné, du 9... elle porte mon nom, pour ça que je m'en souviens. Elle est étudiée dans les universités de droit. Tu l'as récupérée pour faire un tableau avec? Bien sûr, bien sûr. Mais j'ai surtout récupéré le mail. C'est pour ça qu'il y a vraiment une dynamique politique, en fait, derrière ce groupe, qui ressemble quand même étrangement à un groupe mafieux, avec Epstein qui était également soupçonné d'être agent du Mossad, et donc me retrouver moi l'histrion au milieu de cette affaire-là, je me suis dit déjà j'en suis sorti vivant, ce qui est déjà c'est quand même une bonne chose. Je sens les performances de ces équipes-là, et je suis là pour dire au contraire aujourd'hui non, je crois que s'attaquer au clown, c'est pas en pétant le baromètre qu'on va changer la température et le climat, quoi, et la pression atmosphérique. Oui, la pression, elle est très forte. Encore une fois, j'ai eu un parcours qui est, pour me retrouver là-dedans face à face avec des quand même des puissances mondiales un peu fortes, parce que quand tu vois Epstein, le réseau qu'il avait, moi quand j'ai vu que t'étais dedans, je me suis dit il avait vraiment percé à l'époque, quoi. C'est ça. T'as compris. C'est-à-dire que je pensais pas être arrivé à ce niveau de dangerosité pour ces gens en col blanc. J'étais en plus quand je l'ai appris, j'étais à l'éléphant bleu. J'étais en train de refaire mes jantes. Et il me restait 30 secondes de mousse, et là, on me dit, non, mais Diodo, arrête avec tes conneries, t'es dans l'affaire Epstein. Je fais, merde! Tu te rends compte? Où j'en suis arrivé? Et donc, j'ai laissé les 30 secondes de mousse, et je suis remonté dans ma bagnole, et je me suis dit, putain, la vie est quand même étonnante. Je t'avoue que quand on a commencé à parler des fichiers Epstein, je m'attendais pas à ce que tu sois dedans. Ils étaient motivés, et donc Ariane, donc avec les milliards, c'est une personne qui pèse plusieurs milliards d'euros, et son groupe, ils ont demandé à Jeffrey un rendez-vous pour parler, aborder mon cas. Voilà. Et moi, ce que je constate, c'est que Manuel Valls, la marionnette d'Evry, le bouffon catalan, est monté et gesticulé bien comme il faut à la tribune. J'ai vu les liens entre Valls et alors pas Epstein pour l'instant, on attend parce qu'il y a une perquise chez Ariane de Rothschild, mais en tout cas avec Ariane, la femme d'Ariane était très copine avec la femme de Valls était très copine avec Ariane de Rothschild. Il y a des photos, on les voit. Et donc, en fait, tout ça est un petit milieu que j'ai eu sur le dos pendant près de 10 ans. Avec des perquisitions. Ils m'ont tout fait, hein. J'ai eu le droit à l'armée, hein, puisque la gendarmerie, les hélicoptères, tout. En fait, ce truc-là alimente, et t'en parles souvent dans tes spectacles d'ailleurs, l'existence d'un état profond, tu vois. On traite souvent ça comme une histoire de complotisme, mais là on peut plus trop nier que il y a quelque chose au-delà des institutions judiciaires qui ont un pouvoir. Tu joues pas
tu joues pas au Monopoly contre la banque, tu vois, ou au poker contre une banque. Il gagne à tous les coups. Et d'ailleurs, j'ai vu un passage de toi on l'a vu d'ailleurs ensemble, où tu parles d'un réseau pédocriminel qui t'aura approché. C'est eux que tu vises? C'est réel ce dont tu parles? Alors moi non, moi j'ai été témoin. En fait, il y a des enfants d'un haut magistrat qui étaient venus voir un de mes spectacles. Ça a donné lieu effectivement à un sketch. Et leur père était président de cour d'appel, donc la plus haute fonction, on dirait, dans le système. Et il était en plein dedans. Et il s'est confessé auprès de ses enfants. Et il est mort très peu de temps après. Et voilà, et ses enfants